Nous allons parler de l'industrie automobile européenne et plus précisément de Stellantis qui se sent menacé par les réglementations européennes. Stellantis est en train de crier d'effroi, il pleure à l'aide, au secours, aidez-moi, sauvez mon industrie s'il vous plaît, parce que là on ne s'en sort plus. On va regarder deux petites vidéos vraiment très courtes, plus un article vraiment très court lui aussi, et on va regarder deux trois petites choses à droite à gauche et vous allez voir que cette industrie est vraiment mise à mal. On a un narratif qui est l'escrologie, vous savez c'est une escroquerie qui est basée sur l'écologie, qui est très bien résumée dans le livre d'Aldostérone qui porte très bien son nom, Escrologie, et cette escrologie c'est le narratif qui t'impose de nouvelles taxes, de nouvelles lois, bref de nouvelles normes qui vont venir détruire ta vie. Et aujourd'hui c'est l'industrie de l'automobile tout entière qui est en train de s'écrouler sous le poids de cette réglementation européenne. Alors, l'industrie automobile tout entière européenne, le reste du monde, ça va à peu près. Surtout en Chine. En Chine, ça va très bien. Mais en Europe, c'est une catastrophe. Et pour cause, cette industrie, elle génère environ 12,5 millions d'emplois sur le continent, dont près de 400 000 en France. C'est énorme, d'accord? C'est vraiment énorme. Et on va se retrouver avec un problème, c'est que là, on a une industrie qui est en train de s'écrouler, qui va causer énormément de chômage, qui va détruire de la richesse économique, qui va donc affaiblir la France et l'Europe sur un plan économique au global. Et le truc qui est vraiment grave, c'est que ça ne s'arrête pas à l'industrie automobile. Parce que si une entreprise s'écroule, c'est pas seulement l'entreprise qui s'écroule, c'est toutes les entreprises qui gravitent autour. Donc on va avoir les équipementiers, les fournisseurs, bref, les livreurs, tout ça, mais aussi les restaurateurs, les magasins, etc. Tout ce qui tourne autour, tout ce qui gravite autour de cette activité et de tous ces petits points d'intérêt, c'est-à-dire chaque petite entreprise qui travaille avec la grosse qui vend à la fin les véhicules. Donc c'est très grave parce que là, les chiffres sont là, 12,5 millions d'emplois sur le continent et près de 400 000 en France, eh bien en réalité c'est bien plus, d'accord? Là ça se concentre vraiment sur l'industrie de l'automobile européenne, mais il faut savoir que le chiffre est bien plus gros. Donc on est en train de détruire de l'emploi, on détruit de la richesse, et malheureusement ça va pas du tout arranger les choses, Vous savez très bien qu'aujourd'hui en France, en Europe, on est en train de déclasser la population, vraiment. On est en train de se déclasser et là, ça ne va pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, arranger les choses. On va écouter le cri d'alerte de Stellantis qui est en train vraiment de crier à l'aide, au secours. Si ça continue comme ça, on va fermer encore des usines. Et vous allez voir que des usines, on en a fermé plein. Mais écoutez, cette petite vidéo, elle ne dure pas très longtemps, 1 minute 44, et c'est déjà suffisant pour nous donner un petit aperçu de ce que Stellantis est en train de subir, d'accord ? Les entreprises européennes ont bien du mal parfois à atteindre ces objectifs qui menacent tout simplement la survie de leur activité. C'est le cri d'alerte justement qui est lancé par Stellantis qui demande à la Commission de revoir sa copie sur l'électrification des véhicules utilitaires. Pour le moment, les ventes de fourgons électriques sont bien trop faibles pour tenir le cap. Le reportage à Ordin de Justine Vassogne et Olivier Mélan. On est à Ordin, à côté de Douai. Ici, Stellantis fabrique des véhicules utilitaires pour Peugeot, pour Opel, pour Fiat. Aujourd'hui, l'usine tourne à plein régime, mais elle s'électrifie doucement. Seuls 20% des fourgons qui sortent des lignes sont électriques. Le marché n'est pas à la hauteur, n'est pas au rendez-vous pour répondre aux objectifs fixés par Bruxelles. Alerte Jean-Philippe Imparato, c'est le patron Europe de Stellantis. C'est juste pas possible. Et nous avons fait le compte des amendes pouvant porter sur nous si on devait être confronté à « on ne fait pas le mix électrique », on se parle de milliards. Stellantis risque jusqu'à 2,6 milliards d'euros d'amende sur 3 ans. L'autre option, c'est de réduire la production de fourgons thermiques pour augmenter le mix électrique au risque de fermer des usines. Ça fait partie des risques qu'on a devant nous, oui bien sûr, parce que quand vous avez face à vous une amende de 2 milliards, vous la payez qu'une fois. Le coup d'après, vous fermez la baraque. Depuis des semaines, Stellantis mène un lobbying intense à Bruxelles pour alerter sur le sort des véhicules utilitaires électriques, sans succès. J'ai pas besoin de discussion, j'ai pas besoin de PowerPoint, j'ai pas besoin de on va se revoir lors des discussions stratégiques. Non, là, c'est maintenant, quoi. C'est pas dans 6 mois, c'est pas on va voir. Ça bouge pas, en clair. Pour Stellantis, le marché des véhicules utilitaires est crucial. Il représente 40% de son chiffre d'affaires. Et oui, ça pose un gros problème quand on impose par la norme, la vente d'un certain type de produit.
On a à Bruxelles l'Union européenne qui impose à l'industrie européenne de vendre un certain quota de véhicules électriques, sinon c'est amende. Et ce fameux quota, c'est, il me semble, sur 5 véhicules, il faut 4 véhicules thermiques pour un véhicule électrique. Et donc quand la consommation, quand les clients ne sont pas là, comment on fait? Eh bien on réduit tout simplement le nombre de véhicules thermiques qui sont fabriqués et vendus pour faire ajuster les chiffres afin de ne pas se prendre une amende. Donc soit d'un côté on réduit la production et donc la vente de véhicules thermiques, soit on vend plus de véhicules électriques. Sauf que les véhicules électriques, ça ne se vend pas, mais vraiment pas. On a du mal à les vendre. Alors sur certaines concessions, on va vendre beaucoup de véhicules électriques, mais sur d'autres, ça pêche un petit peu. Et malheureusement, eh bien c'est pas prêt de s'améliorer. Parce que les gens ne sont pas prêts à mettre j'allais dire des centaines de milliers d'euros, mais des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour acheter un véhicule, notamment un utilitaire. Je veux dire, tu es entrepreneur, artisan, tu as besoin d'un utilitaire pour te déplacer au quotidien, tu ne vas pas t'embêter avec un véhicule électrique. C'est trop contraignant. J'ai un beau-frère qui travaille dans la climatisation et qui a besoin d'un véhicule utilitaire au quotidien. Il a besoin de faire beaucoup de routes, avec un véhicule chargé qui consomme donc beaucoup plus. Vous imaginez un petit peu le problème quand on n'a pas de point de recharge et qu'on est obligé d'aller travailler? Comment on fait? Comment on fait? C'est une vraie question. Comment on fait? On se recharge où? On s'arrête sur l'aire d'autoroute, on recharge à Total Energy sur sa petite borne qui marche une fois sur deux, avec des prix qui sont surtaxés. Hein, c'est 3 ou 4 fois plus cher que le prix qu'on paye à la maison. Moi, personnellement, j'ai un véhicule électrique, d'accord, je l'ai acheté il y a très très longtemps, mais j'ai quand même un véhicule électrique. Et je peux vous dire que quand je passe à la borne, ça pique. On parle quand même de 69 centimes le kilowattheure. Voilà, 69 centimes, d'accord, c'est juste presque le double, plus du double même que ma facture à la maison. Et sur certaines bornes, c'est pas 69 centimes, d'accord, c'est beaucoup plus cher. J'ai même vu des tarifs où c'était rechargé au quart d'heure. C'était 8 € le quart d'heure. D'accord? C'est juste énorme, c'est du vol. C'est du vol. D'accord? C'est du vol. Et donc, bah, tu vends pas tes véhicules. Tout simplement. Je veux dire, le mec qui a besoin d'un utilitaire, qui a besoin de faire de la route, tu ne vas pas vendre ce type de véhicule. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui est plutôt alarmante, c'est que les équipementiers sont face à ce dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête de produire des véhicules, soit on paye une amende qui va nous mettre HS. On fait comment? On demande tout simplement à l'Union européenne de revenir un petit peu sur cette directive. Or, l'Union européenne, eh bien, elle a du mal avec ça. Parce que elle, son but, c'est tout simplement de vous retirer vos véhicules. Hein, on l'a vu avec les ZFE. Les ZFE, elles ne sont pas là pour faire plaisir, pour baisser les particules fines, etc. Non, non. Elles sont juste là pour créer une zone 15 minutes. C'est pour vous empêcher de vous déplacer. D'accord? Les gens qui vous disent le contraire, c'est des menteurs. C'est pour vous empêcher de vous déplacer. Et à terme, ça a pour but de détruire l'économie. Ça a pour but de détruire l'économie. Et si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Là, on est en train de se diriger vers un effondrement de la France, un effondrement de l'Europe, pour faire une Europe fédérale, fédérer tout ça, et créer un système de contrôle, comme on peut le voir en Chine. Sauf que ça ne sera pas une économie de marché. Vous avez vu, hein, l'économie de marché, c'est quand on a des entreprises stratégiques qui sont bien positionnées sur un marché et qui génèrent du fric. Or, là, aujourd'hui, on n'en a plus de ce genre d'entreprise. En Europe, on n'en crée pas. Il suffit simplement de regarder aux États-Unis le nombre d'entreprises qui ont été créées, qui font partie des plus grandes entreprises du monde. En Europe, on n'en a pas. Depuis 50 ans, ça n'existe pas. On fait comment? Ça veut dire que depuis 50 ans, on n'a pas créé une seule grosse entreprise qui combat sur un pied d'égalité les entreprises américaines, les fameuses entreprises qui sont dans le S&P 500, par exemple. Ça pose des questions, hein, ça pose des questions. Donc, pour moi, mon point de vue à moi, évidemment, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, mon point de vue à moi, c'est tout simplement qu'on est en train de détruire une économie, on est en train d'essayer de détruire les États-nations pour les absorber dans une Europe fédérale, et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'affaiblir l'industrie, c'est d'affaiblir les classes moyennes pour les faire disparaître, et ça permettra de les absorber plus facilement. Et aujourd'hui, on le voit avec cette grosse industrie, hein, je vous le rappelle, je vous remontre les chiffres ici, c'est une industrie qui génère quand même minimum, et je dis bien minimum, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi, 12,5 millions d'emplois, dont 400 000 en France. Voilà, c'est juste ça. Ouais, juste ça. Tiens, d'ailleurs, si on descend un petit peu plus bas sur ce livre que je suis en train d'écrire, on va regarder, je crois que c'est en décembre.
décembre 2023 ou décembre 2024, si je trouve le bon endroit, vous allez voir le nombre d'entreprises qui ont été détruites. Alors là, vous voyez, il y a les mesures, les fameuses mesures dont on vous parle. On a les entreprises qui sont contraintes de racheter des véhicules électriques, de renouveler leur flotte. Vous voyez, par exemple ici, des sanctions pour les entreprises qui ne renouvellent pas leur flotte automobile avec un certain pourcentage d'électricité. On a d'autres mesures. En fait, ce chapitre explique plutôt bien les mesures qui sont adoptées pour nous empêcher de continuer avec nos moteurs thermiques et pour contraindre tout simplement la population à changer malgré elle de véhicule. D'ailleurs, les ZFE, c'était fait pour ça. C'est-à-dire que soit tu ne peux plus circuler, soit tu obtiens un véhicule électrique qui finalement sera très vite obsolète et qui ne pourra pas aller partout. Parce que quand tu satures un marché avec du véhicule électrique et que tu n'as pas les moyens de recharger, comment tu fais? Et au-delà de ça, quand tu détruis les moyens de production parce que tu ne veux pas renouveler ton parc nucléaire, quand tu ne veux pas l'améliorer, et que tu fais tout simplement des dépenses colossales pour installer des panneaux magiques et des moulins à vent, tu fais comment? Hein? Avec le mix énergétique, il faut faire baisser la puissance des réacteurs nucléaires pour s'adapter au marché de l'éolien et enfin de tout ce qui est énergie renouvelable. Tu fais comment? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc tu te retrouves avec un marché qui est en train de s'effondrer, mais littéralement, et ça s'effondre de manière assez violente. Je suis en train d'essayer de vous trouver le passage dont je vous parlais. Je pense que, vous voyez, j'ai écrit énormément de choses. Hein. Et je veux dire, là, vous voyez les zones en rouge, ces zones que je dois travailler, que je dois sourcer encore plus. Parce que là, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est une source. Si vous scannez ici, vous allez tomber sur une des sources que j'ai sélectionnées pour écrire ce livre, d'accord ? Et puis, il y a aussi les liens que j'ai pas encore mis en QR code, mais ça reste la même chose, ça reste une source. Donc, j'ai écrit énormément de choses. Et si vraiment je voulais faire un livre que sur ce chapitre, je pourrais écrire beaucoup plus. Parce qu'effectivement, l'escrologie, elle ne s'arrête pas à la destruction de certains pans de l'industrie automobile. Elle va beaucoup plus loin, malheureusement. Voilà, pour écrire ce chapitre, je me suis appuyé sur les données de Pierre Jovanovic sur son site quotidien.com, sur lequel il publie régulièrement les faillites d'entreprises qui sont répertoriées. Et sur le simple dernier trimestre de 2024, regardez toutes les entreprises qui ont fermé et le nombre de licenciements en 2024, hein, sur 3 mois seulement. 3 mois, d'accord ? On a sur le mois de décembre 18 273 licenciements. Sur le mois de novembre, 46 379 licenciements. Et encore, le mois de décembre n'était pas fini quand j'ai pris ces données. Donc on peut certainement les agrandir encore un petit peu, hein, je pense. Et sur le mois d'octobre 2024, on était à 27 237 licenciements. Donc on a un total de 91 889 licenciements sur seulement 3 mois. 3 mois, hein. C'est pas 10, 15, 20 ans, hein. Non, c'est 3 mois. Presque 100 000 licenciements. Imaginez le carnage depuis. Et imaginez le carnage depuis qu'on est en train d'appliquer cette escrologie, d'accord ? Toutes les entreprises n'ont pas les reins solides. On a d'ailleurs, là on parle de l'automobile, mais on a aussi Michelin hein, qui a fermé ses portes sur certaines usines, qui délocalisent tout simplement parce que les factures d'énergie sont trop élevées. Et puis, ça concerne tout le monde, en fait. Hein. La France, l'Europe en général, est en train de se désindustrialiser. On est en train de devenir le tiers-monde, clairement, tout simplement à cause de ces politiques escrologiques. Voilà, on y est. Hein. Je vous montre ça parce qu'il faut que vous preniez conscience de la situation. Elle est dramatique. Mais écoutons ce passage. On va sûrement encore rigoler, ou pas. Mais écoutez, vous allez voir, c'est effroyable. Je ne sais pas si c'est pas une première, Nicolas. Renault et Stellantis qui signent ensemble une tribune ce matin dans le Figaro pour pousser un gros coup de gueule. Ça part dans tous les sens et il y a tous les sujets. La première chose, c'est les deux patrons alertent sur l'état du marché automobile européen qui est en mauvais état. On n'a pas retrouvé les niveaux d'avant Covid, c'est l'un des seuls secteurs qui est aussi abîmé. Après, ils affirment qu'il faut relancer la demande de voitures en Europe et qu'il faut donc vendre des véhicules populaires que les gens peuvent se payer. Voilà, réussir à vendre des véhicules accessibles, tout simplement. Et ils accusent les normes et la réglementation européenne, qui imposent des voitures plus lourdes, plus complexes, toujours plus chères à produire, à l'arrivée, des véhicules, même de petite taille, que les gens ne peuvent plus se payer. Le patron de Renault indique que produire la Clio entre 2015 et 2030, c'est 40% plus cher sur la période. Voilà, hein, 40% plus cher, on en est là. Hein, c'est rien que ça, 40%, tout va bien. Non mais en fait, le plan, hein, c'est que les gueux n'aient plus accès tout simplement aux véhicules. Il ne faut pas qu'ils puissent se déplacer. Donc on va leur rendre la vie dure avec des aides-feux, pourquoi pas. Bon, c'est pas passé, mais ils trouveront autre chose, ou peut-être que le Conseil constitutionnel nous les appliquera quand même, on verra.
hein. D'ici quelques semaines, on aura peut-être la petite surprise, mais voilà, hein, le meilleur moyen, c'est de rendre inaccessible le véhicule. Comme ça, le gueux qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique dans les normes, conformes aux normes et aux réglementations européennes, eh bien il se démerde. Il finit à dos de cheval, en calèche, et encore un dos de cheval. Ça coûte cher aussi d'avoir un cheval, hein, d'accord? Donc c'est même pas à la portée de tout le monde. Et 92% de cette hausse de 40% est liée aux normes européennes imposées aujourd'hui. Bon, mais très concrètement, que veulent les deux patrons de Stellantis et de Renault? Ils veulent d'urgence revoir les réglementations, revoir les normes, revoir les obligations. Ils expliquent qu'on ne peut pas demander la même chose à une voiture de 3,80 m et à une voiture de 5,5 m. C'est pas la même chose. Seulement, quand vous imposez une norme à tout le monde, eh ben, sur une grosse voiture, c'est rentable, parce qu'elle a un effet de rentabilité et des marges importantes, alors que sur une petite voiture, c'est plus possible. À ce moment-là, la petite voiture est beaucoup trop chère. Et Luca De Meo prend des exemples. Est-ce que, par exemple, sur une voiture qui fait 95% de son temps en ville, il faut imposer des systèmes d'assistance au non-franchissement de lignes? Alors là, ils mettent ça sur le dos des petites voitures qui sont trop chères. C'est petites voitures, grosses voitures, tout ce que tu veux. Pourquoi ça a changé? Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. La vidéo est repartie au début, je crois. Mais ils mettent ça sur le dos des petites voitures, mais c'est l'ensemble des voitures. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas les moyens de changer de véhicule, petit ou gros, d'accord? Et si demain, on a encore des normes comme les ZFE, on en revient toujours à ça, qui sont appliquées quelque part en France, en Europe, ben on se retrouve d'un coup avec une voiture qui ne peut plus circuler dans certaines zones, sur certains axes routiers. On a un problème. Et on n'a même pas les moyens de les changer. D'accord? Même sans ça, en fait. Au quotidien, les gens autour de moi ne peuvent pas se permettre de changer de voiture. C'est trop cher. C'est marrant, c'est trop cher. C'est produit sur place, hein, c'est produit en France, c'est produit en Europe, c'est trop cher. Les voitures sont 30 à 40% plus chères qu'en Corée, qu'en Chine, dans les pays asiatiques. Y a pas un problème? Bah si, le problème c'est qu'on a transféré notre marché à ces pays-là, d'accord? On a tout transféré là-bas. La désindustrialisation, hein, pardon, elle s'est délocalisée, nos entreprises se sont délocalisées et se sont relocalisées dans les pays d'Europe, parce que bah, ils étaient moins chers, en termes d'énergie c'était quand même plus souple, coût de la main d'œuvre beaucoup plus souple. On a aussi des normes qui sont beaucoup plus souples, encore que maintenant ça devient compliqué, hein, parce que bon, on a les normes européennes, on a aussi les normes nationales. En France, on rajoute des surcouches, parce qu'on veut être le bon élève. On veut vraiment pourrir la vie des Français, on veut détruire cette État-nation. En France, on veut la détruire. Donc on met des surcouches. Et dans d'autres pays, c'est un peu plus souple. Et ils arrivent à négocier avec l'Union européenne. Donc, les entreprises, elles déménagent tout simplement dans ces pays-là, parce que c'est plus souple. Mais il y en a qui déménagent aussi en Chine, qui déménagent aux États-Unis, qui déménagent ailleurs. Bref, ils vont un petit peu partout, là où c'est moins cher, et je les comprends tout à fait, d'accord? Je serais un chef d'entreprise, et à un moment donné, c'est bon, le racket, ça va 5 minutes. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces lobbies, ils étaient les premiers à vouloir imposer le diesel, à imposer ci, à imposer ça. Aujourd'hui, ils se retrouvent piégés par leur propre jeu. D'accord? Parce que les lobbyistes, hein, vous inquiétez pas, vous allez à Bruxelles, il y en a beaucoup, hein, d'accord? Il y a beaucoup plus de lobbyistes que de députés, que de parlementaires, etc. Il y en a beaucoup plus. Je crois que c'est 3 ou 4 lobbyistes pour un seul député, si je dis pas de bêtises. Donc ces gens-là, ils sont tout le temps en train d'essayer de faire passer des normes, des lois dans leurs intérêts. Sauf que là, ça va pas dans les intérêts de l'industrie automobile. Là, visiblement, ça pique un petit peu pour eux. Alors du coup, ils font des ouin-ouin, hein, d'accord? C'est assez rigolo. Bon, ça serait rigolo si ça ne détruisait pas autant d'emplois, d'accord? Si ça n'emmerdait pas, clairement, vulgairement parlant, les Français et les Européens. Et si ça ne détruisait pas, tout simplement, leur économie. Parce que derrière ça, c'est l'économie qui va être détruite. C'est là le problème. Et le problème, c'est ce que je vous ai montré, hein, c'est les normes. C'est les normes. Alors que les ventes d'utilitaires électriques ne décollent pas, le patron européen de Stellantis a agité le spectre de la fermeture d'usines si l'Europe n'assouplit pas ses objectifs. Et l'Europe ne les assouplira pas, d'accord? L'Europe, si elle a sa politique de gouvernement mondial, si elle a une politique qui mène à la destruction des États-nations, vous pouvez être sûr et certain qu'elle ne reculera pas. Et je dirais même, elle va remettre une petite couche, voilà, une petite tartine, histoire que ça se finisse mal pour tout le monde. Alors que les voitures électriques patinent déjà, les camionnettes électriques se vendent aussi très mal, a alerté ce mercredi 2 juillet le patron européen du groupe Stellantis, appelant l'Europe à assouplir ses objectifs de verdissement. Eh ben oui, je vous ai expliqué pourquoi. Hein. Moi personnellement, je suis patron d'entreprise, j'achète pas un véhicule électrique pour
travailler, d'accord? À la limite, pour me déplacer au quotidien, si j'ai un tout petit trajet pour aller travailler, allez, 10, 15, 20 km par jour, même 60, c'est pas grave, ça se recharge tranquillement à la maison. C'est un véhicule, tu fais de la ville, c'est citadin, ça va. Si demain t'en as besoin pour travailler, c'est mort, c'est mort. Tu vas te retrouver à attendre à une borne de recharge au lieu de travailler. C'est pas possible, c'est pas rentable. Déjà qu'en France c'est compliqué d'être rentable, imaginez si vous rajoutez une contrainte comme ça à vos salariés ou à vous-même si vous êtes indépendant, c'est pas possible. Nous sommes à quelques mois d'un drame, a prévenu Jean-Philippe Imparato, agitant le spectre de fermeture de site lors d'une visite de l'usine de son groupe à Ordin, dans le Nord. Stellantis dit risquer 2,6 milliards d'euros d'amende sur 3 ans, d'ici fin 2027, si le marché reste à son niveau actuel de 9% d'utilitaires électriques. L'objectif fixé par l'Europe est d'environ 24% en 2027 selon Stellantis. Donc on a un delta de 15%. Il faudrait que le marché évolue de 15% pour pouvoir éviter les 2,6 milliards d'euros d'amende sur 3 ans. C'est énorme. C'est énorme. 2,6 milliards d'euros. Alors, nous, on est habitué avec la France à parler maintenant en milliards. Hein. On parle de 3300, allez, on va arrondir à 3400 milliards de dettes. Pour nous, ça représente plus rien. D'accord ? Si tu te projettes comme ça représente plus rien. Mais pour une entreprise, 2,6 milliards d'euros d'amende, c'est énorme. Ça peut lui mettre la trésorerie bien dans le baltrou. Et donc tu peux littéralement projeter une entreprise vers la faillite. Pour ceux qui n'aiment pas les grands patrons, pour ceux qui n'aiment pas les riches, pour ceux qui n'aiment pas les grosses entreprises, ça doit les faire frémir. Ils doivent être là en mode « Oh oui, c'est trop bon !» Sauf que derrière ça, c'est des familles qui vont manger, d'accord ? C'est des gens qui vont sauter la vie. Parce que derrière le chômage, il y a des drames aussi, d'accord ? Donc c'est des gens qui vont souffrir, c'est l'économie qui va souffrir, c'est l'État-nation qui va souffrir, et à un moment donné, tout le monde va souffrir, d'accord ? Même ceux qui se réjouissent actuellement. Ils se réjouissent de cette fermeture, ils se régalent. Oh, c'est trop bon. Encore un patron qui morfle. Ah, ouais, enfin bon, quand on va te monter une société de contrôle avec un euro numérique programmable et qu'on va t'enlever tes libertés et tes droits parce que tu n'auras pas su défendre ton industrie et tes intérêts personnels ainsi que les intérêts de la nation, eh bien tu vas beaucoup moins rigoler, hein, mais vraiment beaucoup moins. On va tous pleurer ensemble et là, ce sera trop tard. Mais bon, d'ici là, on peut encore s'en taper une bonne tranche. Hein. Il y en a qui doivent se régaler. Vraiment, hein, c'est risible. Hein. Oh là là. Si je paye ce malus, je crache des usines. C'est écrit. Oui, il va cracher des usines. Parce que ça va impacter directement la trésorerie de ces usines-là. Elles sont plus rentables, on ferme, point. Les gens, on peut pas les payer, point, on ferme. C'est fini. Si ça fait perdre de l'argent, c'est pas la peine. Car il faudra in fine limiter la production de véhicules diesel, a expliqué Jean-Philippe Imparato. Vieux loup de l'industrie automobile, ex-dirigeant de Peugeot et d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato emboîte le pas avec John Elkann, je ne sais pas comment ça se dit, et de Luca de Maeo. Vous arrêtez les noms et les prénoms super bizarres et les lieux aussi super bizarres, s'il vous plaît. Début mai, le président de Stellantis et le patron de Renault ont demandé à l'UE de simplifier en urgence sa réglementation, estimant qu'elle menace à moyen terme leur production sur le sol européen. La demande reste forte pour les utilitaires. L'Europe a déjà fait un pas vers l'industrie en donnant un délai aux constructeurs pour atteindre plus progressivement leur objectif d'électrification afin de leur éviter des amendes en 2025. Ouh, c'est généreux. À l'usine de Ordin, 2600 salariés fabriquent des centaines de petits utilitaires chaque jour sur une base unique pour les marques du groupe Citroën, Peugeot, Fiat ou Opel, mais aussi pour Toyota. La demande reste forte pour ces groupes très rentables selon le groupe et Ordin tourne aujourd'hui en 3 équipes avec les samedis travaillés en période de forte activité. Les autres usines d'utilitaires du groupe sont en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne. Le retard des camionnettes électriques. La Commission européenne a fixé un ambitieux objectif de vente de 100% d'électrique en 2035 pour les voitures neuves, mais aussi pour les camionnettes de professionnels. C'est ambitieux, hein, 100%. 100%, c'est-à-dire plus de diesel, plus de moteur à explosion, hein, généralement. Voilà, et il n'y a plus de moteur à explosion. C'est fini. C'est comme ça. On met la flotte verte obligatoire à 100% pour toutes les entreprises. Comme ça, quand elles revendent leurs véhicules électriques par la suite, notamment les utilitaires, eh bien ça se répand sur le marché de l'occasion. Et à force d'éliminer du véhicule thermique, eh bien à la fin, il ne reste plus que du véhicule électrique. Et donc tu forces
le consommateur qui ne veut pas acheter du neuf et qui n'a pas les moyens d'acheter du neuf, a acheté de l'occasion. Voilà, avec une batterie qui est usée, avec voilà, une technologie qui vieillit, qui se dégrade, parce que évidemment les technologies évoluent vite. Un moteur thermique, c'est un moteur thermique, ça n'évolue pas spécialement. Tu as un réservoir, tu as 35 litres, 40 litres, 50 litres, tu as un nombre de cylindres, une puissance, et voilà, après tu as une durée de vie du véhicule, tu l'entretiens pas, c'est ton problème. Mais dans tous les cas, le véhicule ne va pas évoluer spécialement plus que ça. La technologie reste la même. Or, dans le marché du véhicule électrique, les moteurs évoluent et surtout les batteries évoluent. Et elles se dégradent avec le temps. Une batterie, ça coûte très cher à changer. Mais vraiment, vraiment très très cher. C'est très crade. Au niveau fabrication, on va te dire que la voiture électrique est vertueuse, pas d'émissions CO2. Par contre, les extractions des minerais rares, etc. Alors là, par contre, on n'en parle pas. Il n'y a pas de problème, c'est propre. Ah oui, 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 c'est propre. Oui, pas de souci, monsieur. Bon, n'empêche que ça coûte cher à changer et que bah il faut les changer. Parce que la technologie, elle vieillit. Et la batterie, elle se dégrade. C'est comme ton téléphone. Au bout d'un moment, ta batterie, elle est morte. Tu changes soit de batterie, soit de téléphone. Et ben pour la voiture, c'est pareil. Bon, bah les gueux, ils achèteront des voitures électriques avec des batteries plus faibles en autonomie. Et donc, bah les villes 15 minutes, elles prendront peut-être un petit peu plus de sens à ce moment-là. Gourmande en diesel, celle-ci représente 3% des émissions européennes de CO2. C'est rigolo, hein, ça représente rien. Ça représente rien du tout. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Tu regardes l'Europe par rapport au reste du monde en termes d'émissions de CO2, ça reste quand même conséquent parce que ça fait quand même beaucoup de pays. Mais bon, hein. On se foutrait pas un petit peu de notre tronche, hein? On nous mettrait pas une petite dose d'escrologie par hasard, non? Moi, je pose la question hein, comme ça. Hein. Après, vous pouvez me répondre dans les commentaires si ça vous intéresse. Les utilitaires électriques et hybrides rechargeables ont connu une forte progression au premier trimestre, à plus 32,6% en Europe, selon l'Association des constructeurs européens, ACEA. Mais ces ventes restent limitées et le retard semble difficile à rattraper. Ces modèles ne représenteraient que 8,7% des ventes européennes au premier trimestre. Donc ça paraît gros, hein, l'augmentation de 32%, mais au final, ça représente que 8,7% du marché européen. Donc c'est que dalle. Vraiment, c'est marginal. Et ça suffira pas. Alors ça suffira pas, on avait dit qu'il y avait 9%, quelque part par là, voilà, et il faut que ça monte à 24% en 2027. Donc le delta, il est énorme. Et il faudrait que ça continue de monter très très fortement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Bon. Le problème, c'est que le marché européen s'effondre et que la concurrence asiatique, elle est colossale. Là, tu te bats contre un titan que tu as créé toi-même. Hein, et que tu l'as financé. Parce que derrière, hein, je vous invite vraiment à lire ce livre, derrière, on se fout de notre tronche. Parce qu'on est en train de financer l'industrie automobile chinoise. Là. On est en train de donner de l'argent à ces gens-là. Et on leur a transféré le marché, clairement. Donc au final, on s'est désindustrialisé. Et on a donné une puissance économique colossale à la Chine. Je ne vais pas vous lire tout l'article, je vous invite tout simplement à le retrouver. Hein. L'article, vous pouvez le lire directement sur Internet. Vous tapez « Nous sommes à quelques mois d'un drame. Les camionnettes électriques ne se vendent pas. Stellantis menace de fermer des usines. » Et puis, une fois que vous avez lu ça, eh bien, vous allez vous taper une petite barre. Parce que c'est, encore une fois, une escrologie qui a été organisée pour détruire de la richesse économique. On veut nous réduire à l'état de tiers-monde. Et ils vont y arriver, ça je vous le garantis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. On se défend, on commente, on partage. Peut-être qu'on trouvera des solutions. Hein. Peut-être que les gueux, à force de s'énerver, de s'informer, de réveiller les copains gueux, hein, d'accord? Parce qu'il y a des gueux, ils n'ont même pas conscience qu'ils sont gueux. Donc on les réveille, les gueux et les Nicolas qui payent. Puis au bout d'un moment, on finira peut-être par réussir à se fédérer suffisamment pour casser leur plan. D'accord? Bon, vous avez compris, j'y crois pas trop. Mais bon, hein, si on s'arrête là, on va pas y arriver. Donc il faut absolument réussir à se fédérer, arrêter de s'éclater comme ça, hein, parce que les gens qui se battent droite, gauche, extrême, mon cul sur la commode, c'est des faux combats, les gars. Là, on n'en est plus là. On n'est pas à savoir si c'est Bardella, Attal, mon cul ou je sais pas quoi qui va passer à la présidentielle en 2027 qui va sauver la France. Non, on n'en est plus là. On n'en est plus là, les amis. On est à souveraineté vs mondialisme. Souveraineté, État-nation, drapeau, d'accord? Patriotisme, contre un torchon à étoiles qui va t'imposer une dictature.
Tool. On peut plus lui dire les mots, vous voyez, on y est déjà un petit peu, hein. La liberté d'expression n'existe plus beaucoup en Europe, hein. Me dites pas le contraire, le nombre de censures que j'ai subies, je peux en témoigner, on n'y est plus, il n'y a plus trop de liberté d'expression, ou alors elle est déguisée, ou elle est en passe de disparaître, voilà. Mais bon, c'est ce qui nous est vendu, hein. C'est la dictate, d'accord? Et c'est une société de contrôle. 1984, parfait livre, lisez-le, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc on se quitte là-dessus, c'est rigolo, mais à la fois c'est pas rigolo. Je fais une petite vidéo, d'habitude je fais des lives, mais là j'avais pas la foi, hein, d'accord. Commentez, partagez, likez, c'est le plus important, pour aider en fait ce message à se diffuser. Puis dites-moi ce que vous pensez de ce fameux véhicule électrique qu'on nous impose, et de cette destruction de l'emploi qui est derrière. Parce que c'est pas juste une imposition, c'est pas une nouvelle taxe, c'est pas on nous emmerde. C'est littéralement, on est en train de détruire des vies. Mais des vies, d'accord? On est en train de les détruire au sens propre du terme. Il y a des gens, on est en train de creuser leur tombe, d'accord? Et il y a des gens, on s'apprête à le faire. Parce qu'on aura détruit leur système économique, on aura détruit leur vie, d'accord? Voilà. C'est sur cette belle note que je vous laisse. Merci beaucoup les amis, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. D'ailleurs, comme celui de Stellantis, répète encore une fois que le choix 2035 du 100% électrique en Europe est une erreur. Ils affirment encore une fois qu'il existe des modèles hybrides qui sont plus verts sur l'ensemble du cycle de vie de l'automobile que du 100% électrique. Et Luca De Meo est formel, si on reste sur cette norme 2035, on divise par 2 le marché en Europe. Et les deux patrons attendent maintenant des actes de l'Europe. Ils dénoncent l'inertie de l'Europe. Il y a toujours des paroles, disent-ils, mais il n'y a jamais d'actes. Seulement au rythme auquel vont les choses, avec la concurrence américaine et la concurrence asiatique, eh bien le sort de l'automobile européen se joue aujourd'hui, disent-ils. Si rien ne change, dans 5 ans, l'Europe, ça n'est plus une terre d'industrie, ce sera un simple marché.